Vous êtes dans l'Africa Newsroom, merci de nous rejoindre. Au sommaire de cette émission, il estime que la commission électorale ne peut garantir le bon déroulement de l'élection présidentielle du 26 octobre. L'opposant kényan Raila Odinga décide finalement de retirer sa candidature. Pourquoi cette décision? Quelles conséquences? Nous tenterons d'y répondre avec nos invités sur ce plateau. Le ballet citoyen et Y'en a marre. Au total, 15 associations africaines saisissent la Cour pénale internationale. Elles déposent plainte contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Ces associations l'accusent d'être derrière l'assassinat en 2011 de l'ancien président libyen Mouammar Kadhafi. Et vers un dégel des relations entre le Soudan et les États-Unis, le président américain Donald Trump lève l'embargo économique vieux de 20 ans à l'encontre du Soudan. Et dans notre Zoom culture et société, nous verrons la situation de la presse en Algérie. Une presse aujourd'hui en crise et en quête d'un modèle économique. 60 titres ont disparu depuis 2014. Une actualité chargée, vous l'aurez compris. Et pour en débattre sur ce plateau, François Gomis, politologue, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Sur ce plateau également, Makaïla Gebla, journaliste blogueur, bonsoir. Bonsoir Zara, merci de m'avoir invité aussi. Et Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Bienvenue Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Sans plus tarder, l'actualité politique. Au Kenya, donc, l'opposant Raila Odinga se retire officiellement de l'élection présidentielle prévue le 26 octobre. L'annonce, pour le moins fracassante, a été faite ce mardi. Cette décision entraîne beaucoup d'incertitudes. Voyez ce sujet préparé par Ashley Duprat. On se retrouve juste après pour en parler. C'est un retournement de situation dans les élections présidentielles kenyanes. À 15 jours du scrutin, l'opposant Raila Odinga a renoncé à sa candidature. Tenant compte des intérêts du peuple du Kenya, de la région et du monde, nous pensons que l'intérêt de tous sera mieux servi par l'abandon de ma candidature présidentielle à l'élection prévue le 26 octobre 2017. Raila Odinga et la NASA, la coalition de l'opposition, estiment que la commission électorale ne peut garantir le bon déroulé de l'élection. Ces dernières semaines, plusieurs membres ont en effet annoncé leur départ du parti. Une décision pour le moins troublante puisque le 1er septembre dernier, la Cour suprême leur avait donné raison en invalidant la réélection du président sortant, Uhuru Kenyatta. Ça fait quand même un coup sérieux à la démocratie kenyane et voilà, à l'enjeu même de ces élections. Parce que Raila Odinga, c'est quand même pas n'importe quel candidat. C'est lui, n'est-ce pas, qui a soulevé ces inquiétudes par rapport au retour à l'ancien système, à l'ancien fichier, en laissant des fichiers biométriques. Donc c'est un candidat de taille sans lequel ces élections n'auraient plus véritablement leur sens. Malgré le retrait du camp de l'opposition, la commission électorale a annoncé le maintien du scrutin à venir le 26 octobre prochain. La commission électorale est obligée, n'est-ce pas, de poursuivre le processus parce que le pays doit continuer à fonctionner. C'est matériellement possible, c'est légalement possible. La Haute Cour de Nairobi a jugé que les 8 candidats à la présidentielle d'août dernier pourraient se représenter le 26 octobre. Preuve que le Kenya n'en a pas fini avec les rebondissements électoraux. François Gomis, donc là on a Raila Odinga qui estime que les conditions actuelles ne garantissent pas la transparence de l'élection présidentielle prévue donc le 26 octobre. Raila Odinga souhaite donc l'organisation d'un nouveau processus électoral. Est-ce que ce retrait ne constitue pas une erreur sur le plan stratégique? De mon point de vue, je pense que ça peut être considéré comme une erreur. Je m'explique. Parce que la situation que nous vivons actuellement, on peut faire, disons, un petit rappel historique. Si vous vous rappelez, en 2007 déjà, le cas de figure s'était présenté, où il y avait eu des élections contestées, des troubles post-électoraux, qui avaient conduit à des affrontements. Il y avait eu, je pense, 1500 morts et près de 300 000 personnes qui avaient été déplacées. Donc il avait fallu solliciter la médiation de l'ancien secrétaire général de l'ONU, en l'occurrence Kofi Annan, pour pouvoir arrondir les angles et puis aboutir à un gouvernement d'union nationale avec la majorité présidentielle et puis la majorité dirigée à l'époque par Raila Odinga qui avait même hérité du poste de Premier ministre.
Aujourd'hui, on est dans une situation où le monde entier avait salué la décision prise par la Cour suprême, en l'occurrence qui avait invalidé l'élection du 8 août pour des raisons de non-transparence. Ça avait été salué parce que c'était un fait inédit en Afrique où pour une fois une Cour suprême avait dit le droit, rien que le droit. Aujourd'hui, on est à pratiquement 2 semaines des élections. Une décision aussi surprenante qu'invraisemblable. Du coup, on se retrouve dans une situation où on a du mal à pouvoir matériellement changer la donne, quoi. Ça veut dire, pour lui, d'après ce que ces conseillers juridiques ont laissé entendre, c'est que dans le cas de figure présent, il faudrait organiser un nouveau processus électoral. Alors que dans le camp d'en face, on est à peu près sûr, d'après aussi leurs conseillers, parce que chacun défend son intérêt, comme quoi, à partir du moment où un candidat se désiste, l'élection doit être maintenue et aboutira à la réélection de l'actuel président sortant, en l'occurrence Uhuru Kenyatta. Donc, de mon point de vue, je pense qu'il commet là une erreur stratégique. Makaïla Gebla, une erreur? Tout à fait, je pense que c'est une erreur, mais c'est aussi une prudence de la part de Raila Odinga, étant donné que l'élection du août dernier avait suscité une attention internationale, cristallisé la position de l'Union européenne, de l'Union africaine et l'ensemble des segments de la communauté internationale autour de l'élection présidentielle kenyane. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, François Gomis, c'est qu'en 2016, je pense, l'élection a suscité beaucoup de réactions, de contestations, et il y a eu l'intervention de l'ONU à travers Kofi Annan pour quand même apaiser la tension dans le pays. Mais aujourd'hui, je pense que l'insistance de la Cour électorale kenyane de pouvoir de tenir à organiser cette élection risquerait peut-être de marginaliser un peu la position de Raila Odinga. Moi, je le souhaitais, à mon point de vue, qu'il participe à cette élection parce qu'effectivement, tous les radars de la communauté internationale seront désormais tournés vers Nairobi et que peut-être il aura la chance de gagner. Du moment que la Cour suprême kenyane est indépendante, et c'est inédit dans l'histoire de l'Afrique qu'une cour suprême invalide une élection de cette envergure. Je pense qu'il avait de la chance, mais vu qu'il avait fait déjà, il a relevé des irrégularités liées effectivement à la Cour électorale, je pense que c'est une erreur qui va peut-être être fatale et ça ira peut-être dans le camp adverse parce qu'il se pourrait que Uhuru Kenyatta puisse gagner et là ça va replonger le pays dans une crise. On va vers un saut dans l'inconnu en fait. Alors justement, on va y venir, hein, mais Jean-Marie, à partir de quelle grille de lecture faut-il analyser ce retrait de Raila Odinga? Je trouve que c'est pratiquement incompréhensible, tout simplement pourquoi? Parce que comme c'est-à-dire mes collègues l'ont dit sur le plateau, l'action qui a été posée par la Cour suprême du Kenya, c'est une action unique en Afrique. Mais que vous ayez quelqu'un de l'opposition, parce que j'ai bien écouté, si vous voulez, le reportage. Dans le reportage, quel est le grief qui a avancé? C'est qu'on est revenu à l'ancien fichier électoral. On a abandonné le fichier biométrique qui était censé assurer la fiabilité et la crédibilité internationale des élections. On retourne vers le fichier manuel. Hein. On retourne vers le fichier manuel. Si c'est ça le grief, je pense que ça ne se justifie pas de mon point de vue. Tout simplement pourquoi? Parce que même s'il y a des contestations au niveau de l'élection en elle-même, on sait aujourd'hui qu'il y a une autorité suprême qui est la Cour supérieure kenyane qui est capable de pouvoir invalider cette élection-là. Donc, la position de Raila Odinga me semble vraiment inexplicable de mon point de vue. Je ne vois pas quelle est la grille de lecture, c'est-à-dire de la manière dont on peut lire cette élection à venir-là, il n'ira pas dire que les élections sont fausses. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a ce fait inédit-là qui a été posé, tous les pays africains, y compris la communauté internationale, comme on le disait tout à l'heure, pour une fois, de temps en temps, on nous dit que les élections sont claires, lisibles en Afrique, il n'y a pas de contestation, on n'entend même pas les tribunaux en parler. Là-dessus, si on prend l'exemple du Kenya, on prend l'exemple du Nigeria, voilà les pays, si vous voulez, qui vont dans le même sens, généralement sont les pays anglo-saxons. Et moi, ça me laisse vraiment dubitatif, je me pose des questions, je ne comprends pas pour quelles raisons est-ce que M. Odinga se décide aujourd'hui de se retirer de cette élection présidentielle-là, parce que de mon point de vue, il a toutes les garanties et toutes les sécurités nécessaires. Au cas même où il contesterait l'élection, il y a une cour, c'est-à-dire qui a gagné en crédibilité internationale, et cette cour-là est capable encore de réinvalider l'élection et éventuellement revenir, si vous voulez, sous une forme qui puisse arranger tous les partenaires sur la table. Je vous assure, Zara, je ne comprends pas quelle est la position de M. Odinga là-dessus. Alors, avec cette décision, justement, n'est-ce pas là le risque d'une ouverture d'une âpre bataille sur le plan
juridique, sur l'interprétation des textes? Faut-il, oui ou non, maintenir l'élection du 26 octobre? François Gomis. Justement, là, on s'achemine tout droit vers une bataille juridique et puis il y aura beaucoup de communication aussi. Mais pour abonder dans le sens de mes collègues, c'est qu'au regard de son expérience, j'ai du mal à comprendre comment il peut prendre le risque de replonger le pays dans une situation pareille. Je rappelle que le Kenya, quand même, c'est un pays où il y a de forts relents tribalistes et puis il y a les Shebab à l'est du pays, donc c'est quasiment situé dans un volcan, si je puis m'exprimer ainsi. Donc là, dans ce clair-obscur qui vient de s'ouvrir là, on s'achemine tout droit vers des périodes d'incertitude, certes. J'ai du mal à voir comment il va réagir si jamais la commission électorale venait non seulement à maintenir l'élection et à déclarer le président sortant actuel vainqueur. C'est pas sûr que le président actuel sera obligatoirement vainqueur. Alors justement, c'est ça la question. Là-dessus, il y a dans l'hypothèse où il serait vainqueur. Alors est-ce qu'il faudrait peut-être revenir sur la précédente élection avec tous les autres candidats? Est-ce que c'est un nouveau processus électoral qui va s'ouvrir? Puisque la Cour suprême n'a pas interdit aux candidats de se présenter. Les 8 candidats qui étaient présents sont encore admis pour partir au second tour en tant que tels. C'est la raison pour laquelle j'ai dit mon incompréhension, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'entièreté des candidats est autorisée à se représenter. Pourquoi est-ce qu'il s'est présenté, comment dirais-je, au premier tour? Et maintenant, bon, je ne sais pas, je n'ai pas regardé exactement. Est-ce que c'est uniquement le fait du passage de la biométrie au fichage manuel qui le gêne? Bon, je n'en sais trop rien parce que même si on me dit à la limite qu'il a peur qu'il y ait des tricheries, je viens encore de dire, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une Cour suprême qui est capable de pouvoir invalider l'élection. Donc c'est vraiment incompréhensible. Makaïla. Moi, effectivement, je partage un peu cette incompréhension du fait que la communauté internationale qui avait placé en lui en tant qu'un acteur majeur une partie importante dans ce processus électoral risquerait d'être découragée, déçue par son attitude. Et si la communauté internationale est déçue par son attitude, elle risquerait éventuellement, au nom de la stabilité, bien sûr, dans la sous-région. Tu l'as expliqué tout à l'heure, Gomis, la stabilité au niveau il y a les Kenya, il y a la Somalie, etc. Les gens vont focaliser l'attention vers cette élection et organiser une élection qui puisse, que le maire gagne. Et si le maire gagne, et s'il arriverait que Uhuru Kenyatta gagne, la communauté internationale va se préoccuper plutôt de la stabilité de la sous-région qui de tenir compte d'un point de vue d'un opposant, d'un adversaire politique. Je pense qu'il faut savoir raison garder dans des cas de figure comme ça. Ouais. Jean-François, pardonnez-moi, Jean-Marie, la décision de Raila Odinga est vécue par beaucoup d'Africains comme une grande déception. Est-ce que vous comprenez ce sentiment? Le sentiment des Africains, je le comprends tout à fait. Je le comprends tout à fait. Tout simplement pourquoi? Parce que sur ce plateau, nous implorons, c'est-à-dire de tous nos dieux sur ce plateau, que la démocratie s'installe en Afrique. Dès l'instant que vous avez les prémices d'une démocratie qui s'installe, j'ai cité tout à l'heure, si vous voulez, ça se passe tranquillement au Nigeria aujourd'hui, ça se passe tranquillement, si vous voulez, au Bénin, nous l'avons vu, ça se passe tranquillement au Ghana, où vous avez, si vous voulez, des élections qui se déroulent dans une clarté complète et totale. Et que cela, si vous voulez, l'espérance des Africains, c'est quoi? C'est que vous ayez de plus en plus de pays qui aient, comment dirais-je, ce fonctionnement politique-là en tant que tel. J'espère bien qu'on ne va pas faire marche arrière au Kenya, mais malgré, si vous voulez, tous les désagréments qu'il y a eu depuis 2007, tout ce qu'il y a eu. Je pense que nous sommes passés là-dessus. Nous sommes quand même une décennie plus tard. Je pense que l'incompréhension et, comment dirais-je, la déception des Africains est tout à fait justifiée. Pourquoi est-ce qu'un candidat de ce niveau-là refuserait, c'est-à-dire en ayant, j'ai dit encore, toutes les garanties possibles imaginables, pourquoi refuser d'aller à l'élection? C'est incompréhensible de mon point de vue. Alors on va passer à une autre actualité, si vous le voulez bien. Le Front international des sociétés civiles panafricaines annonce avoir déposé plainte contre l'ex-président Nicolas Sarkozy, une plainte auprès de la CPI contre l'ancien président français pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en relation avec l'intervention en Libye. C'était en 2011. Aïssatou Diamanka Besland. Une quinzaine d'associations et de mouvements, dont le Balai citoyen du Burkina Faso, Y'en a marre du Sénégal, le peuple n'en veut plus de la Guinée et le FISPA ont déposé samedi 7 octobre une plainte à la Cour pénale internationale contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy.
Nous avons porté plainte contre lui parce qu'il a provoqué la guerre en Libye. Nous voulons attirer l'attention de la CPI et de la communauté internationale et aussi de nos dirigeants. Nous voulons leur dire que au-delà de notre infériorité en tant qu'Africains, nous voulons aussi que la CPI, pour une seule fois, jette un coup d'œil sur ce cas de Kadhafi. Après les révélations de Mediapart sur la détention de Laurent Gbagbo à La Haye, la société civile africaine, consciente des enjeux politiques inexpliqués, souhaite mettre la lumière sur le dossier libyen. Ça fait un moment que l'Afrique n'a pas réagi. Nos dirigeants africains devaient réagir, l'Union africaine devait réagir. Personne n'a réagi. La société civile a décidé de porter ce combat-là. Surtout à l'heure actuelle où il y a des témoins, où les gens commencent à parler. On s'est dit c'est vraiment l'occasion. C'est vraiment l'occasion que cette société civile africaine porte ce combat, porte plainte et que justice soit faite. Parce qu'aujourd'hui, en Libye, ce conflit-là a tué énormément d'Africains. Hormis le président Kadhafi, mais plus de 50 000 Africains assassinés. Donc ce n'est pas normal. Nous ne devons pas laisser la tête face à cela. Il y a un rendez-vous avec l'histoire et ce rendez-vous-là, il a été pris par la société civile et nous comptons porter plainte à M. Sarkozy pour le meurtre de Mohamed Kadhafi. La disparition de l'ancien président de la Jamaria libyenne a toujours suscité une vive indignation chez de nombreux Africains. La plupart s'offusquent également de la situation d'insécurité généralisée qui prévaut en Libye depuis l'assassinat du guide. Sur quelle base repose cette plainte Est-ce que cette plainte a par ailleurs des chances d'avoir un écho auprès de la CPI Makaïla Gebla? Zara, c'était une très bonne question, pertinente question. Je pense que cette plainte, de mon point de vue, même si je suis journaliste, blogueur et membre des organisations de la société civile africaine, je fais partie du mouvement affectiviste basé à Dakar. Je pense que au regard de la dimension de la crise créée en Libye par la responsabilité effectivement de Nicolas Sarkozy, ancien président français, qui a mis le pays aujourd'hui dans une crise profonde, irrémédiable, je dirais, où on ne peut pas s'en sortir. Ma crainte, c'est qu'au niveau de la Cour pénale internationale, cette plainte ne puisse aboutir dans la mesure où la société civile africaine, elle est dynamique depuis un certain temps. Elle se bat dans le cadre de la lutte contre l'impunité sur le continent africain. Nous adhérons à la position, mais il y a un enjeu du système international parce que Nicolas Sarkozy n'est pas seul. Il y avait avec lui l'OTAN, il y avait tout le monde, je dirais la coalition internationale. Maintenant, focaliser une plainte autour de Nicolas Sarkozy, j'aurais souhaité qu'elle aboutisse. Mais à entendre effectivement hier l'ancien président de la Fédération internationale des droits de l'homme, donner aujourd'hui l'actuel président de la Fédération internationale des droits de l'homme, évoquer effectivement que cette plainte ne pourra pas aboutir, ça fait qu'il a aussi ses raisons, parce que la Cour pénale internationale, comme vous le connaissez, elle fait partie du système international. Et le système international, il a été toujours unique quand il s'agit de l'Afrique, quand il s'agit des gens européens. Il n'est pas évident que cette plainte aboutisse. Et que je pense que M. Nicolas Sarkozy a aussi son réseau. Il a derrière lui l'Union européenne, il a derrière lui les États-Unis qui ont été aussi effectivement partie prenante dans ces conflits libyens. Donc nous, tout ce que nous souhaitons, de mon point de vue, je souhaiterais qu'il soit au moins entendu et qu'elle ait sa part de responsabilité et que cette plainte, si ça aboutit, ça pourrait peut-être mettre un terme à l'implication de certaines puissances internationales sur des crises africaines. Je le souhaitais comme ça. Mais la faiblesse, le problème, c'est que c'est un problème de moyens. La société civile africaine manque des moyens. Les organisations de la société sont précarisées. Donc je pense que, est-ce que cette plainte aboutira ou n'aboutira pas? On essaiera de voir dans les jours à venir. Alors Jean-Marie, cette plainte, est-ce que ce n'est pas une façon aussi, c'est pas en réaction à une CPI accusée ces dernières années de ne juger que des Africains? C'est aussi cela, cette plainte? Je partirai là-dessus, Zara, en disant la chose suivante. Contrairement à ce que notre collègue vient de dire, même si Nicolas Sarkozy n'est pas poursuivi, nous sommes là dans le domaine du droit, de la justice et de l'équité au niveau international. Nous savons très bien la force de ces organisations internationales-là. Mais sur le plan philosophique et sur le plan moral, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Vous savez très bien que, déjà, par rapport, si vous voulez, à la guerre d'Irak, vous avez le président américain qui a été porté devant les tribunaux internationaux. La société civile africaine ne reste pas, si vous voulez, inerte, elle bouge. Et en posant ces actes-là, les Américains ont mis une opposition qui est la suivante, c'est que les Américains n'ont jamais signé, si vous voulez, le traité de la CPI. Là, je dis, OK. Mais maintenant qu'on s'attaque à un président, si vous voulez, dont le pays est une
des parties prenantes de la CPI. Moi, je veux voir la réaction de la justice internationale en tant que telle. Maintenant, au niveau des preuves, il ne faut pas oublier. Il nous parlait de la précarité de la justice africaine. Ce ne sont pas les Africains qui doivent juger ça. Aujourd'hui, on parle de Mediapart. Moi, j'ai eu le temps de plonger dans ce dossier-là. Mediapart vous a sorti un dossier qui est relativement complet, qui vous parle de l'implication du premier président qui est argentin de la Cour de la CPI. Quelles sont les tractations qu'il y a eu en dessous pour qu'on puisse arrêter Gbagbo? On a arrêté le président Gbagbo sans qu'il y ait un mandat d'arrêt qui soit, comment dirais-je, délivré par une justice quelconque. Donc, à partir de là, nous nous trouvons, comment dirais-je, dans l'illégalité internationale. Jean-Marie, hein, oui. si vous le voulez bien, pardonnez-moi, mais on va marquer une courte pause et on va se retrouver dans quelques instants. On va continuer de parler de tout ceci. À tout de suite.